Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Nous sommes de retour après quelques vendredis d'absence. Heureuse donc de vous retrouver donc de ce format où on parlera sport, bien sûr, comme d'habitude. Au programme ce soir, nous reviendrons sur l'arrivée de la mini transat qui a eu lieu donc ce matin à Saint-François avec notre consultant, bien sûr, dès qu'on parle d'eau, bateau, bien sûr, je reçois Vincent Dorissi avec plaisir ce soir. Bonsoir Vincent. Bonsoir Séverine, bonsoir à tous. On parlera donc également de jiu-jitsu brésilien. J'ai bien dit, messieurs? C'est ça, presque. Avec donc mes deux invités du club de Brothers Guada BJJ. C'est ça. Vous n'avez pas trouvé plus compliqué. Alors avec Mathieu Balagne, bonsoir. Bonsoir. Et donc également Harold Beaugendre. Bonsoir. Et donc qui est aussi trésorier du club. Exactement. Voilà, donc on reviendra tout à l'heure, messieurs, donc avec vous sur cette activité que vous allez nous présenter. Et puis vous avez ramené aussi de très belles choses, donc vous allez pouvoir revenir avec nous sur justement toutes ces belles médailles que vous avez ramenées ce soir. Mais on commence donc avec la voile et l'arrivée donc de cette deuxième étape de la mini transat en Guadeloupe. Vincent, bien sûr, bel événement que connaît bien sûr la Guadeloupe. C'est une belle course, donc vous allez un peu revenir pour nous sur cette arrivée de ce matin. On voit les images justement. Voilà, un grand merci d'ores et déjà à Moïse pour ces images et François Guy Bourdin qui a amené les équipes de Canal 10 ce matin au pied levé parce que on pensait que Pierre Leroy aurait ralenti dans la nuit et il n'en est rien puisqu'il a cravaché, il a dit même dans les interviews, il est allé à fond de tube comme on dit dans le jargon et en fait c'est une deuxième étape entre les Canaries et la Guadeloupe, départ le 29 octobre et arrivé aujourd'hui, ça fait 13 jours. Donc la série proto, puisque la mini transat est composée de deux séries de bateaux, il y a les protos et justement les séries et donc les protos, c'est des bateaux, ce sont des prototypes en fait, où il y a toute l'ingénierie de la voile qui est résumée sur un bateau de 6,50 mètres. Et Pierre Leroy qui était dans le trio de tête à la première étape, qui avait mené tambour battant la première étape, s'est fait coiffer sur le fil aux Canaries et s'est dit cette fois-ci personne ne va me coiffer. Et voilà, on voit cette ligne d'arrivée avec le catamaran là, qui est juste matérialisé, qui franchit qui gagne cette étape et qui gagne l'épreuve. Puisque le classement général, c'est le cumul des deux étapes. Et comme il était déjà sur le podium sur la première étape, là, il gagne avec le classement en temps, puisque le deuxième va arriver dans quelques heures. Mais il a déjà mis suffisamment d'écart pour pouvoir gagner cette mini transat. Et ce qu'il faut dire, c'est que Pierre Leroy est un météorologue. Donc voilà, il faut savoir que dans la mini transat, vous n'avez pas accès à toute la technologie. Voilà, vous n'avez pas de routage, vous avez un message radio par 24 heures qui vous annonce la météo. Ça n'a rien à voir avec la transat Jacques Vabre. La transat Jacques Vabre, ce sont des Boeing. Ils ont 2-3 écrans, ils ont des routeurs à terre pour notamment les classes de multicoques. Là, ça n'a rien à voir, c'est la voile à l'ancienne. Malgré tout, avec quand même pas mal de technologie sur les bateaux. On le voit sur les images. Un bout dehors, c'est cet appendice qui est devant le bateau. On a des quilles pendulaires, des quilles télescopiques pour les protos. Et donc, voilà, c'est un peu le laboratoire de la voile, ces bateaux de mini transat, mais malgré tout, qui avancent très très vite, puisque c'est des pointes à 12, 13, 14, 15 nœuds. C'est très rapide pour un bateau de 6,50 mètres. Je vous donne juste un bateau de voile traditionnel et autour de 5,70 m, 6 mètres. Donc, c'est pas très loin. Voilà, c'est très petit. Et on a des Guadeloupéens qui ont fait cette mini transat. On pense notamment à Carl Chicotel, François Lamy, qui certainement, on sera du coup un petit peu plus opérationnel ce week-end, notamment dimanche, pour accueillir les premiers de la catégorie série, avec un Hugo Dallène qui est en train de mener tambour battant cette course-là. Alors avec un arrivé en paquet dimanche, parce que les bateaux en série, comme c'est des bateaux de série justement, ils ont des vitesses très similaires et il y aura pas mal de bateaux dimanche à Saint-François. Justement, Saint-François qui donc se met au goût du jour pour les festivités. Donc c'est vrai qu'on a vu qu'il y a une belle ambiance, des choses qui se préparent sur le week-end pour pouvoir justement bien accueillir tous ces skippers. Exactement, il y a un village qui est organisé. D'ailleurs, on entend un peu partout maintenant des publicités sur ce village. Donc il faut vraiment se déplacer et aller à Saint-François. Et je pense que c'est bien de valoriser comme ça une commune de la Guadeloupe. On a toujours des arrivées de transat qui sont dans l'agglomération pointoise. Oui. Et là, il y a vraiment un challenge de se dire on développe aussi, on montre que la Guadeloupe a différentes facettes de son territoire et c'est parti pour pas mal d'éditions puisqu'il y a au moins 2 ou 3 éditions de mémoire avec une arrivée à Saint-François.
Justement, on parlait tout à l'heure de la Jacques Vabre, qui est aussi partie. On a des skippers aussi qui sont concernés. Donc, justement, un petit point avec Rodolphe Seffo qui s'est lancé un peu dans l'aventure de cette course. Exactement, un gros challenge de Rodolphe Seffo qui prépare donc, qui est en visée le Vendée Globe, le Tour du monde. Un Guadeloupéen qui va faire le Vendée Globe, je pense que ça va être quelque chose de phénoménal. Donc pour l'instant, il est sur la Jacques Vabre avec Arnaud Boissière, sur la Micaline. Il est autour de la 15e, 16e place en IMOCA. Et puis on a deux autres Guadeloupéens. On a Thibaut Vauchel-Camus en Ocean 50 sur Solidaire en peloton, qui est à la bagarre vraiment coude à coude avec les premiers sur cette Transat Jacques Vabre. Et puis il y a Damien Seguin, également en IMOCA, qui est juste devant Rodolphe. Yoka parle créole de temps en temps. Donc, ça fait du bien. Il y a tous les trois là. Il y a Yoka communiquer en l'eau, et donc ça c'est pas mal. Et donc voilà, cette transat arrive en Martinique, donc il faudra la suivre. Les équipes de Canal 10 seront présentes normalement. Donc voilà, pas mal d'activités nautiques. C'est bien, ça permet de relancer un peu au-delà du sport, ça relance aussi la destination quelque part. Alors justement, donc de bons moments voient l'avenir. Tu disais, ça permet de relancer. C'est aussi donc se dire que voilà, les choses repartent par rapport à la situation sanitaire. On arrive de nouveau à organiser de grosses compétitions et puis justement de mettre en avant la voile. Voilà, je voulais vraiment rassurer parce que j'ai suivi un petit peu les réseaux sociaux en Martinique. On dit ouais, paquet de touristes qui a débarqué encore. Alors il faut savoir que quelqu'un qui est en transat, ben c'est sûr, il n'y a pas le Covid, c'est-à-dire qu'il est seul, il est en solitaire pendant plus de 15 jours, donc il a déjà fait sa quarantaine. Voilà. Donc il ne faut pas avoir peur des concurrents de la Mini Transat ni de ceux de la Jacques Vabre. C'est sûr, les gars, ils rencontrent personne, donc il est arrivé, il n'y a pas ni de problème à ça. Donc ça, je voulais relâcher la pression par rapport aux voileux qui débarquent après une Transat dans l'Atlantique. Ils ont fait une belle quarantaine, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc effectivement, c'est l'occasion aussi de faire un coup de projecteur dans cette situation un peu compliquée, puisqu'on est quand même pas mal de personnes en Guadeloupe qui vivent du tourisme. Donc voilà, il faut ménager les choses avec les règles sanitaires, bien entendu. Les enjeux de santé sont prioritaires, mais il y a aussi, il ne faut pas lâcher le développement économique. Il faut trouver la bonne articulation. Est-ce que justement, dans ce village, il y a des choses qui sont mises en place par rapport à cette situation sanitaire, puisque effectivement, on attend beaucoup de monde. Est-ce que justement, un peu comme le cyclisme, je ne sais pas si... oui, bien évidemment. Je pense que je sais que la ville de Saint-François, la Carle, la région Guadeloupe, bien évidemment, comme maintenant, sont coutumiers du fait, à chaque fois qu'il y a une manifestation, de prendre toutes les mesures nécessaires et d'obtenir les autorisations bien en amont. On est habitué maintenant avec les gestes barrières, avec un certain nombre de choses qui sont mises en place pour pas la gestion des flux, pour pas qu'il y ait de problématiques d'un point de vue sanitaire. Donc, vraiment une compétence qui s'est développée, on l'a vu pendant le Tour de la Guadeloupe, cycliste, donc qui s'est développée sur les manifestations locales. Donc là aussi, il faut se rassurer et aller de l'avant, comme on dit. Donc là, Vincent, les prochaines arrivées qui sont attendues. Voilà. Alors le deuxième de la série proto va arriver dans la soirée. Voilà. Et puis, on attend, bien sûr, les autres protos vont arriver dans le week-end, une partie des protos. Et puis surtout, le prochain événement, c'est l'arrivée dimanche du premier en série. Alors comme ils sont un peu, que le bita-bita, ça va être vraiment palpitant à suivre. Donc là, les équipes de Canal 10 seront mobilisées pour voir ce match, puisqu'il y a une régate intensive entre ces bateaux de série. Et donc durant la journée de dimanche, on aura pas mal d'arrivées sur Saint-François. Donc il faut vraiment venir voir ça. Très bien. Alors regardez Canal 10. Ou alors c'est au choix. Très bien, merci en tout cas Vincent. Si jamais il y a un élément qu'on a omis de mettre en avant. Voilà, c'est 84 concurrents, beaucoup de nationalités. Donc la Mini Transat, on a l'impression que c'est une petite course, mais non, c'est une course qui fait connaître la Guadeloupe vraiment à l'échelle mondiale. On a beaucoup de nationalités qui viennent et puis qui est suivie au niveau mondial par les amateurs de voile. Donc tout le monde de la plaisance mondiale suit cette affaire-là parce que c'est pas une grosse course comme la Route du Rhum, mais ça a un impact quand même à l'échelle mondiale. Voilà, on voit la cartographie avec justement sur cette cartographie juste le deuxième qui est en train de pointer devant Petite-Terre. Alors Petite-Terre était marque de parcours. Juste un petit peu au vent de Marie-Galante et entre Désirade et Marie-Galante, et il y avait qu'il fallait absolument contourner Petite-Terre pour arriver, et c'est ce que tous les bateaux qu'on voit là sur cette cartographie sont en train de tirer des bords entre guillemets pour arriver à cette marque de parcours.
Très bien, merci encore. On rappelle donc le vainqueur du jour, Pierre Leroy, donc, qui s'est imposé sur cette deuxième étape, 13 jours, 23 heures, 2 minutes et 9 secondes pour parcourir 2700 miles. Ça, c'est de la précision. En tout cas, merci Vincent d'être venu à nous. Et puis, bon week-end dans la voile. On vous retrouve en tout cas sur l'antenne de Canal 10 pour nous faire vivre justement ces différentes arrivées. Merci beaucoup. Voilà, donc on poursuit donc ce Sport 10 avec en bref une délégation d'athlètes de 6 filles et 6 garçons qui est partie représenter la Guadeloupe à la Coupe de France de cross-country, donc en minime, ce dimanche 14 novembre à l'hippodrome de Montauban. Dans cette délégation, donc chez les filles, nous avons Clamy Tessa donc du Canal Star, Romain Mélissa des Aigles, Dial Taïna des Aigles également, Jean-Jacques Laurine de la CSA, Gamette Désiré de l'AS Saint-Martin et Racon Georges Anaé de l'AS Saint-Martin également. Chez les garçons, Vaner Medzi du Stade Lamantinois, Mornal Michael de Canal Star, Mimi Fir Dylan de Canal Star également, Cyprien Joshua de l'UASN et Joscan Ridji de l'ASA-PB et enfin Sousseng Wilson des Aigles. Ils seront donc de retour dès lundi et on essaiera donc justement de les accueillir et puis pouvoir justement savoir si cette Coupe de France s'est bien déroulée pour eux. En tout cas, on leur souhaite le meilleur. On va maintenant se tourner vers nos deux autres invités donc du jour. Je rappelle Mathieu Balagne. Donc voilà. Et puis également que je retrouve ma petite fiche avec Harold. Voilà, merci Jordan. Donc voilà, messieurs, justement, donc Jiu-Jitsu, brésilien. Oui. Donc justement, donc est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre activité? Pendant que vous présentez, on va voir un petit peu des images pendant que vous en parlez. Ok, très bien. Alors le Jiu-Jitsu brésilien, c'est un art martial brésilien, comme son nom l'indique, mais qui est lié au Jiu-Jitsu traditionnel, c'est-à-dire le Jiu-Jitsu japonais. En fait, il a été créé et dérive de techniques de judo et de Jiu-Jitsu qui ont été importées par des migrants japonais au Brésil au début du XXe siècle, donc les années 1920, et qui ont été par Mitsuyo Maeda. Et ça a été développé par la suite par la famille Gracie. Donc la famille Gracie, tous les pratiquants de jiu-jitsu brésilien et même de MMA connaissent les Gracie, puisqu'ils sont liés à l'UFC, qui est une grosse organisation de MMA. Et ils sont à l'origine, entre guillemets, de la pratique du jiu-jitsu brésilien moderne. Donc à notre niveau en Guadeloupe, le club de Brothers participe au développement de cette pratique-là. D'accord. Et le club c'est un jeune club qui a été créé en février 2020 autour de notre maître, notre professeur qui s'appelle Andrilo Gouveia, donc qui est brésilien et qui est tombé amoureux de la Guadeloupe en visitant sa famille ici et qui a décidé de tenter d'amener sa pierre à l'édifice dans l'histoire du Jiu-Jitsu mondial. Et on a créé en fait autour de lui le club de Brothers Guada BJJ. Donc voilà. D'accord, donc vous êtes implanté. Voilà. Moi je suis le président du club, d'accord. Mathieu Balagne, et Harold est le trésorier adjoint du club. Voilà. Donc, et on est tous les deux compétiteurs aussi en même temps. Donc justement, du coup, qu'est-ce qui vous a emmené à cette discipline? Comment vous êtes destiné à cette discipline et puis aussi comment a émergé l'idée de se dire tant qu'à faire, on crée un club. Je vais peut-être laisser Harold partager un peu son expérience et après moi je vais en fait, on vient quand même d'un univers des sports de combat. Avant de pratiquer du jiu-jitsu brésilien, on a fait un peu chacun de notre côté, un peu de pied-point, un peu de MMA. Et en fait, en essayant différentes disciplines, là, celle-ci, on s'est un petit peu rapproché. On s'est dit pourquoi pas fonder une équipe. Et c'est vrai que comme on avait un certain niveau pour la plupart, on s'est tout de suite dit pourquoi pas tenter les compétitions. Donc la toute première a eu lieu en juin dernier. Depuis l'ouverture du club en février 2020, la première a eu lieu en juin, où une partie du club, je crois que c'est 10 personnes au total, sont parties un peu moins. 5-6 personnes pour partir au Brésil. Donc ils ont ramené
une partie des médailles que vous voyez Oui, ici. voilà. Parce Ces que- médailles-là. Voilà. On va faire le tri. Donc là, les Ok, premières voilà. du club, donc. Voilà, donc les premières du club. Ici, à la gauche, vous voyez celle du... Ça sont les celles de notre mestré, Anduelo D'accord. Gouveia. Voilà. C'est une petite partie de tout ce qu'il a. sur des championnats Donc, c'est le internationaux. championnat, ça c'est championnat brésilien. D'accord. L'or en IBJJF Open, donc c'est championnat international de jiu-jitsu brésilien. L'argent, championnat international plus brésilien. Et ça c'est nogi, donc sans le kimono. Donc en fait, D'accord. le nogi et gi. Donc le gi c'est la pratique du jiu-jitsu brésilien avec un kimono, ce qu'on appelle kimono ici mais qu'on appelle gi en réalité. Et nogi c'est ce qui s'apparenterait plus à du grappling. Donc il n'y a pas de kimono et c'est un peu différent mais ça reste du jiu-jitsu brésilien. D'accord. Mais il n'y a pas de kimono, il y a quoi alors? Il y a ce qu'on appelle des rash guards et un D'accord. short Ok. ou des collants, mais enfin c'est un attirail de sport traditionnel, type D'accord. crossfit. Ceux qui connaissent le MMA, Ouais. voilà, souvent c'est la D'accord. même C'est chose. moins conventionnel, on va dire, dans la tenue. Bah, c'est plus conventionnel C'est que plus le kimono. conventionnel. D'accord. Le kimono, c'est on marche pas en kimono, on peut marcher en rash guard. Exact. Donc pour mon expérience à moi, moi j'ai rencontré Harold au MMA, en fait au club Hybrid Fighting Club, Hybrid Fighting Team, dont on reste assez proche, de David, le président, le coach, le créateur du club. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et moi en fait j'ai été introduit au grappling et au jiu-jitsu par David et via le MMA. Donc c'est comme ça que j'ai appris les premières techniques. Et ensuite, je suis parti à Trinidad, donc j'ai continué le MMA. Et du MMA, je me suis dû me rapprocher du grappling parce qu'en gros, le MMA, c'est-à-dire le Mixed Martial Arts, donc c'est les arts martiaux mixtes qui mélangent de la boxe pied-point, boxe anglaise, technique de lutte, amenée au sol et le jiu-jitsu brésilien pour tout ce qui est soumission, clé articulaire. Nécessite en fait la connaissance du travail au sol, donc ce que permet le jiu-jitsu brésilien. Donc c'est à partir de cette expérience-là où je me suis rendu compte qu'en fait j'étais nul au sol, que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose si je voulais continuer la MMA. Et ensuite en rentrant en Guadeloupe en 2019-2020, j'ai rencontré Anduelo à Fitness Park d'Otema, là où il est coach et là où on donne la plupart de nos cours aussi. Donc, et ainsi qu'à la gendarmerie de Petit Péo. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait la pratique, et de la pratique on a décidé de l'accompagner aussi dans son désir de développer la pratique en Guadeloupe, et on a créé le club de Brothers Guada. Vous avez Donc, quand même créé votre club dans une période où le sport était quand même C'est vrai que ça a été un peu... vivait des moments difficiles. Exactement, difficile, ça très c'est difficile. très très difficile, mais bon, disons que la volonté fait qu'on tient bon. ça. Mais c'est vrai que ça a été très difficile puisqu'on ne s'attendait pas à traverser une pandémie un mois après la création du club, puisque c'est février, et puis à partir de mars, ça a été confinement, etc. Bon, on va dire qu'on a développé, comme tout le monde, des nouvelles techniques d'apprentissage et d'échange, donc beaucoup de visio. On s'est concentré sur la pratique, l'entraînement physique et l'entraînement mental aussi. Enfin, pour ma part, je pratique le yoga, donc beaucoup de respiration, etc. pour pallier un peu à ce manque de pratique technique. Et en fait, à chaque fois qu'il y a eu une ouverture, on en a profité. À chaque fois que les sports de combat ont été autorisés, on en a profité. Et là, on est content de pouvoir pratiquer à peu près normalement. Et donc voilà, on essaie de rester positif, comme dirait le mouvement sportif. C'est vrai que c'est compliqué, puisque au final, les pays qui pouvaient accueillir pour une compétition étaient parfois pas en confinement, alors que nous, on l'était. D'accord. Donc ça a été un peu compliqué d'allier le calendrier qu'on avait ici avec ceux des pays étrangers ou de la France. Et donc, ce qui a été un peu... Voilà, il fallait vraiment calquer au maximum sur la préparation physique quand tout était fermé. Dès qu'on pouvait réouvrir, on intensifiait au maximum les entraînements. On pouvait aller des fois à 6, 7... voire 14 pour lui, parce qu'il n'est pas 2 fois par jour. Mais on a pu voir qu'avec la volonté, on pouvait quand même faire monter le niveau et se préparer pour les compétitions nationales ou internationales, enfin bientôt européennes, parce que la prochaine étape, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'il a un peu plus d'informations que moi là-dessus. Justement, oui. vous revenez de compétition il n'y a pas si longtemps. Oui. Donc, Ah oui, donc la dernière était à Paris, donc c'était le National Pro de AJP. Donc AJP, c'est une fédération qui est créée par le Tchèque d'Abu Dhabi, qui lui a créé une fédération de jiu-jitsu brésilien. D'accord. Pareil, avec la même chose, enfin ce qu'il a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire une partie en gi et en no-gi, avec kimono et sans kimono.
Donc c'était le 10 octobre. Le 10 octobre, 2021. voilà. Et du coup, on est parti à 6, Ouais. on a ramené 10 médailles. Voilà. D'accord. Donc là, à JP, on va dire que ce sont ces médailles-là. Donc là, ça c'est l'or et l'argent. Donc moi j'ai pris l'or et l'argent. Harold aussi a pris l'or et l'argent. Andrilo, notre coach, il a aussi participé à la compétition. D'accord. Il a pris de l'or et de l'argent. On a un autre de nos membres du conseil d'administration et qui est aussi compétiteur, Geoffrey. Marie-Joseph qui a pris, lui c'est un golden boy, il a fait de l'or et de l'or que de l'or. Et on a eu un de nos petits aussi, Nathan Benkimoun, qui a pu participer, qui a pris de l'or, Ouais, c'est ça. en Guy. Et Megan Johnston aussi qui a pris de l'argent à la compétition. Donc pour moi et Harold, bon, ça faisait un petit moment, Harold un peu moins, mais moi ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas fait de compétition, donc c'était assez intéressant. Mais après, quand on s'entraîne, on va dire qu'on a une certaine forme d'assurance, quoi, même si on ne sait jamais comment ça peut se passer. Mais ouais, donc ça c'est un petit échantillon de ce qu'on a ramené. On a aussi des filles, puisqu'il ne faut pas oublier, enfin moi je pense que c'est, en tant que président, c'est un des messages que je tiens à marteler, c'est-à-dire que les sports de combat en général sont surtout vus un peu comme des sports un peu macho, un peu difficile d'accès pour les femmes. On a de plus en plus de jeunes femmes, voire de filles et de femmes qui s'y essayent et qui apprécient particulièrement. Donc, et je pense que même en tant qu'être humain, pour toutes les femmes, je pense que toutes les femmes devraient faire des arts martiaux au moins une fois dans leur vie pour savoir ce que c'est, parce qu'au-delà même de la pratique martiale, stricto sensu, l'apprentissage des techniques, etc., le cardio, on apprend aussi à avoir une forme de confiance en soi qui permet de marcher dans la rue en étant un peu plus sûr de soi, de savoir comment réagir, de ne pas se laisser écraser, etc. Ça donne une certaine assurance et une certaine confiance. Exactement. Et de façon plus spécifique au jiu-jitsu brésilien, c'est vrai qu'il y a un concept qui est prôné par le jiu-jitsu brésilien qui vise à, via les techniques et via l'apprentissage, à permettre, on va dire, aux plus petits de se défendre contre le plus costaud. C'est-à-dire que moi, par exemple, parfois, quand je m'entraîne avec Geoffrey, qui est plus léger que moi je suis en moins de 85 kg, lui il est en 62, Geoffrey peut me soumettre, me mettre une clé d'articulation et je suis obligé de taper, lui dire d'arrêter. Donc c'est un exemple comme ça. Et donc, on peut vraiment varier les poids ainsi que les catégories, ainsi que les âges aussi. D'accord. Et dans notre club, on n'a pas de limite à mélanger toutes ces personnes, filles comme garçons, jeunes comme plus âgés. Justement, vous accueillez les personnes à partir de quel âge? Si jamais ce soir on nous regarde, vous voulez avoir plus de membres, c'est le moment? Oui, bien sûr. Alors, n'hésitez pas à nous contacter, pour avoir plus d'informations. Mais c'est à partir de 6 ans. D'accord. 5-6 ans, on commence avec le baby jiu-jitsu. Donc, c'est pas tout à fait le même que les adultes. Mais dès 5-6 ans, il y a un cours le mercredi au CSLG, à la gendarmerie de Petit Pérou, où les jeunes, à partir de 15h, sont accueillis par Andrilo, qui fait cours, leur apprend les bases du jiu-jitsu. Et ça va de 5-6 ans jusqu'à 15-16 ans. Et on sépare en fonction de l'âge, du poids. On sépare le tatami pour qu'ils puissent apprendre. Et donc voilà. Très bien. Donc on se rend compte quand même que c'est une activité dans laquelle on peut s'exprimer et dans laquelle vous excellez, puisque vous revenez avec des médailles. Donc c'est qu'il y a un potentiel, il y a du talent. Il y a, encore une fois, la Guadeloupe se manifeste par du beau potentiel dans un domaine sportif. Surtout, je tiens aussi à préciser que de la volonté d'Andrilo, notre master, a été de faire en sorte que The Brothers, qui est un club international, donc c'est un club brésilien qui a différentes antennes dans le monde, donc on est une des antennes caribéennes, la seule antenne caribéenne pour l'instant, bientôt au Martinique on verra comment on développe, mais ça a été une de ses volontés qu'on soit inscrit sur les différents tournois en tant que The Brothers Guadeloupe. Donc de représenter la Guadeloupe à chaque fois qu'on participe à un tournoi, que ce soit dans nos kimonos, il y a des petits symboles qui rappellent la Guadeloupe, il y a le nom de la Guadeloupe sur notre logo, etc. Donc l'idée c'est vraiment de montrer que en partant de Guadeloupe, avec un bon entraînement, en se donnant les moyens, il y a moyen d'aller à l'international, de faire des résultats. Donc ça c'est un des messages qui est prôné par Andrilo et par l'ensemble des membres du club. Mais voilà.
Pour pratiquer justement donc l'activité, quelles caractéristiques il faudrait avoir? Est-ce qu'il y a des choses particulières, on va dire, ou non, ça vient avec la pratique? Je dirais un petit peu de façon légale, un certificat médical, et puis voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, vous venez, et après, au fur et à mesure, en fait, tout le monde va utiliser sa catégorie de poids, son style comme, on va dire, comme une image qui sera vraiment propre à soi-même. Donc au final, quand vous allez arriver, vous allez travailler votre style, et ce sera toujours quelque chose en plus. On pourra toujours apprendre un peu plus, développer sa technique. Il y a des gens qui sont beaucoup plus, on va dire, sur la défensive au sol, d'autres qui vont être un peu plus sur l'attaque. Et dans les deux cas, le défenseur peut, avec sa technique de personne sur la défensive, peut quand même gagner un combat. Parce qu'après, derrière, il y a toute une stratégie, il y a toute une façon de gérer son combat. Alors là, je parle vraiment dans le domaine de la compétition, mais en soi, il faut venir comme vous êtes. Voilà, ouais, exactement. Exactement. C'est quand même un peu mieux. Oui, l'idée, c'est que, comme je disais, le concept, c'est que peu importe la taille, le poids, le sexe, le genre, la race, etc., tout le monde peut venir. Bien sûr, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de problème cardiaque ou des choses qui feraient que, comme pour toute pratique sportive, ça devienne dangereux. Mais l'idée, c'est qu'on accueille tout le monde, quoi. Le club offre une séance d'essai pour ceux qui veulent tester. Et après, vous rapprochez de nous pour savoir tout ce qui est cotisation, etc. Donc nous, le club de Brothers, on n'est pas le seul club de jiu-jitsu brésilien en Guadeloupe, donc je tenais à le préciser puisque l'idée c'est vraiment de développer la pratique au-delà même du club, le mettre en avant. Moi, de ce que je sais, en arrivant en Guadeloupe, le seul club que je connais de jiu-jitsu brésilien hors le nôtre, c'est ZR Team qui est à Jarry. Donc on tenait à leur faire un petit big up aussi par rapport à la pratique qu'on partage. Et Hybrid Fighting Team aussi, qui, bien que ça soit un club de MMA et qui fasse beaucoup de pieds-points, permet aussi d'intégrer un certain nombre de techniques de grappling. Donc nous, on est ouvert à l'échange à des interclubs, etc., faire des compétitions entre nous pour aller plus loin en fait, dans la pratique et pour que tout le monde soit plus performant. Donc c'est le message qu'on voulait faire passer. Parce qu'aujourd'hui, en fait, pour l'instant, concrètement en Guadeloupe, il n'y a pas vraiment d'épreuve. C'est-à-dire que... Oui, non, c'est-à-dire qu'avec le Covid, je pense que ça a perturbé le tout, un peu comme toutes les disciplines sportives. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, parce que j'étais en métropole juste avant, quand je suis arrivé en Guadeloupe, j'ai entendu parler du jiu-jitsu brésilien grâce au club ZR Team, qui a organisé un Open. Donc du coup, je me suis inscrit du fait d'en avoir fait un peu avant. Et c'était justement, ils avaient fait quelques événements pour attirer des personnes. Alors, pour des personnes qui étaient au sein de leur même club, mais aussi pour des extérieurs. Après, c'est vrai que depuis, il n'y a pas eu grand-chose sur l'île même, mais ils avaient quand même fait deux, trois épreuves. Alors, juste pour préciser, ils parlaient de grappling tout à l'heure. Le grappling, c'est l'autre nom du nogi, c'est-à-dire sans kimono. Donc, toutes les personnes qui ont fait un peu de lutte ou du MMA ou même parfois du judo en Iwaza, ils peuvent venir aussi exercer soit le gi, soit le no-gi. Et c'est vrai que maintenant que ça reprend, pourquoi pas recommencer des interclubs, puisque maintenant il y en a au moins 2. Et puis peut-être même aussi attirer d'autres personnes qui en ont fait avant. C'est un peu ce qui s'est passé à Fitness Park, puisque Fitness Park possède une extension qui s'appelle le Fight Park. Et dans cette extension, il y a un ring, une cage qui est propre au MMA, et aussi des tatamis sur lesquels on peut s'entraîner. Et parfois, il peut y avoir des personnes qui pratiquent le jiu-jitsu brésilien et qui se renseignent, qui viennent, et de passage, qui peuvent passer soit au Fitness Park, soit au club à ZR Team. Donc au final, voilà, ce qu'on veut, c'est avoir notre antenne en Guadeloupe, la référence aussi de sport de combat, de jiu-jitsu brésilien. Parce que nous, quand on s'est déplacé dans les autres pays, on a pu voir que les gens nous accueillent à bras ouverts. Il y a toujours un peu cet esprit d'échange. Du moment qu'on fait du jiu-jitsu brésilien, ça peut aller même jusqu'à passer un kimono et venir s'entraîner avec le club en question. Donc voilà, ce serait bien d'avoir la même chose ici. Et puis séduire un maximum de personnes et faire parler de nous ailleurs aussi. Voilà. Moi, je voulais, comme il disait, à chaque fois qu'on bouge, je pense que la plupart des pratiques en arts martiaux, en tout cas MMA, boxe, etc., dès qu'ils vont quelque part, s'ils savent qu'ils vont rester un peu, ils vont essayer de trouver un club pour savoir où est-ce qu'ils peuvent s'entraîner.
Moi, par exemple, j'ai vécu à Trinidad, donc je vais faire un petit big up à Warforce, qui est un club de Port d'Espagne à Trinidad, où je me suis entraîné. Donc, c'est vrai qu'il y a cet esprit, en fait, bien sûr, de compétition, mais d'échange et de respect de la pratique en elle-même. C'est-à-dire que si on est respectueux, il n'y a pas de raison que dans un club, on ne soit pas accueilli avec respect, avec intérêt. Donc voilà, c'est une des nombreuses valeurs qu'on apprend via le jiu-jitsu brésilien et via les arts martiaux en général. Donc voilà, continuez à pratiquer les arts martiaux et suivez The Brothers Guada BJJ sur Instagram. Vous aurez toutes les informations concernant les adhésions, les différents événements qu'on va créer. Donc on est dans une phase de développement, puisque le club a été créé il y a 1 an et pendant une sacrée année. Donc on continue à travailler et à se structurer le mieux possible pour pouvoir accueillir du monde. Et par exemple, ce qu'il disait aussi qui est important, c'est que quand on a fait la compétition à Paris, les gens ils en revenaient pas qu'on soit sorti de Guadeloupe juste pour faire une compétition en France dans le froid, compétition de jiu-jitsu brésilien, et qu'en plus on fasse des résultats, parce que on est pratiquement tous ceinture blanche, sauf Andulo qui est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, notre coach. Mais après bon, c'est un peu plus compliqué, mais on va dire qu'à notre niveau, on a fait de très bons résultats et de beaux combats. Donc les gens étaient surpris de voir qu'il y avait du jiu-jitsu brésilien en Guadeloupe. Donc dès qu'ils en avaient l'occasion, ils me disaient « Ah ouais, je vais venir m'entraîner en Guadeloupe. Si je veux faire le jiu-jitsu et en plus aller à la plage après, il n'y a pas de problème. » Les critères sont réunis. Ouais, voilà. Et puis nous, on est en phase de développement. Donc on est à la recherche de sponsors, puisqu'on prend l'avion pour aller faire des compétitions, que ce soit au Brésil, que ce soit en France, que ce soit peut-être bientôt aux États-Unis, on ne sait pas. Donc Air Caraïbes, Air France, on est là. Si vous nous entendez. Si vous entendez, on est ouvert. Et donc voilà, on est à la recherche de sponsors, même des sponsors locaux qu'on pourrait mettre en avant au niveau national, international. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais. Vous êtes justement, est-ce qu'il y a une affiliation ou est-ce que vous dépendez en fait d'un organisme ou comment en fait c'est structuré par rapport par exemple à d'autres activités où on sait que par exemple le foot, il y a la Fédération française. Oui. Chez vous, comment c'est structuré? Alors, il y a la Confédération française de jiu-jitsu brésilien qui est la CFJJB et il y a la Fédération travailliste de jiu-jitsu brésilien auquel on est affilié aussi. Après, il y a eu une petite réforme récemment au niveau du judo qui va permettre qu'on se rapproche aussi de la ligue peut-être de judo au niveau régional. J'avais posé la question. Il faut que je travaille sur ça. Il faut que je rencontre les gens de la ligue de judo sur cette question-là. Hein? Monsieur Nomad. Oui, voilà. Mais ouais, alors, il y a des ponts qui sont faits, puisque en tant que jujutero, on peut participer aux compétitions de judo Newaza. D'accord. Qui fait partie de la ligue de judo. Donc il y a des ponts qui existent, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit changement au niveau des fédérations, un lien avec le judo. Mais de façon actuellement, on est lié à la CFJJB, qui est la Confédération française de jiu-jitsu brésilien. Justement, pour les licences, etc., les assurances, en cas il faut de présenter problème. clairement. Il y a une licence à prendre qui est de 50 €. Voilà, il faut amener son certificat médical, sa photo, donner toutes les informations normales qu'on donne quand on fait une inscription dans un club. Donc pour être assuré et pour être connu aussi de la fédération, quoi. Voilà. Alors justement, donc les prochaines échéances, du coup, pour vous à venir après Paris où les choses se sont plutôt bien passées. Alors, tout dépendra bien sûr de la motivation de chacun. Aussi savoir si on pourra être accompagné ou pas, parce que ça aussi c'est assez lourd financièrement de partir. Donc normalement la prochaine étape c'est Rome pour les championnats d'Europe de IBJJF, la même chose que les médailles qu'on a ici. D'accord. Et du coup, on va s'entraîner dur. Des fois, il y en a qui s'entraînent dur mais qui ne peuvent pas y aller au dernier moment. Ça dépend aussi de ceux qui travaillent, les congés, etc. Ou même la forme physique aussi. Mais si tout va bien, ce sera à Rome. Voilà. Ce sera en février, mais je n'ai pas la date précise. Fin février. Si on arrive à s'organiser pour
pour y aller, la prochaine échéance. Alors, on a peut-être une compétition à venir en Guadeloupe, je n'en dis pas plus. Ah. Vous aurez peut-être plus d'informations si vous nous faites revenir. Mais on a peut-être une petite compétition à venir en Guadeloupe. Oui, voilà. Ouais. Et Déjà sinon, il y a la prochaine, on va dire, la prochaine échéance internationale qu'on vise. C'est, comme il a dit, c'est Rome, du 14 au 20 février 2021. Donc ça sera les Européens en fait de jiu-jitsu brésilien. Et ensuite, il y aura peut-être un Open à Paris en mars pour ceux qui pourront y aller. Donc voilà. Et puis on a pratiquement tous les mois, parce que c'est international, donc ça dépend de si on peut se rendre en fait sur le lieu et du niveau d'organisation qu'on peut avoir. On ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de fédérations, il y a beaucoup de compétitions. Il y a certains pays comme le Brésil, c'est un sport qui est très connu. Il en est originaire, mais voilà, c'est vraiment... Si on va au Brésil, par exemple, on peut faire des compétitions quasiment toutes les semaines. Mais maintenant, le but, c'est de faire parler de nous au niveau, à l'échelle du club. Et aussi faire connaître la Guadeloupe un peu plus. Et il faut savoir que quand on fait des compétitions, par exemple, de la même fédération, on peut aussi monter dans le classement. Donc là, par exemple, pour notre première participation au National Pro de France, à Paris, on a fait deuxième au classement de Nogi. C'est-à-dire que parmi tous les clubs qui étaient présents, en France, on était le deuxième au classement pour une première participation. Donc le but, c'est de faire à peu près la même chose, mais à une échelle européenne ou même, si possible, internationale. Donc là, on va essayer de se concentrer au maximum pour à la fois avoir ce côté image et aussi monter aussi en expérience, en grade, etc. Est-ce que financièrement, ça vous rapporte un peu, en tout cas au club, de pouvoir faire justement ce type de déplacement quand vous revenez avec ces titres pour justement vous permettre de continuer à fonctionner? Je suis trésorier, mais je préfère aller. En fait, il y a toujours des étapes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est là justement pour nous... on n'aurait pas eu ces médailles, on n'aurait pas pu se présenter peut-être de la même façon. Donc actuellement, je pourrais dire que non, puisque aujourd'hui, il faut d'abord faire ses preuves, aller montrer qu'on est capable de. Et ensuite, par rapport à ça, en fonction des sponsors, des types de compétitions aussi auxquelles on va accéder, j'espère répondre positivement à cette réponse la prochaine fois. Et puis il y a aussi, au niveau des fédérations, il y a aussi une question de ceinture, parce que ça dépend à partir d'un certain grade en fonction de la fédération. Par exemple, à partir de la ceinture bleue, je crois, on peut commencer à être considéré comme semi-pro ou pro. D'accord. Et du coup, en tant que combattant, on peut être rémunéré. Donc, après, c'est pas des sommes astronomiques, mais pour les plus grands champions... Mais on rentre dans ses frais ? Tout dépend. On va dire que quand on part en compétition, l'objectif, c'est pas de faire une plus-value économique sur la compétition, surtout qu'on est en phase de développement. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une expérience de vie, en fait, et d'aller à l'étranger, de se confronter à des gens qui pratiquent le même sport que soi, mais qui ne parlent pas forcément la même langue que soi, de partager un moment avec un inconnu qui devient souvent un frère, puisque bizarrement, les sports de combat, ça rapproche. Et en général, on devient amis très vite après le combat. Pas sur le tatami, mais après, on est tous copains. Donc ça, c'est vraiment le côté expérience de vie. Mais à terme, bien sûr, au niveau du club, l'objectif, c'est de réussir à créer une top team, quoi, et même soit par le jiu-jitsu brésilien, soit pour le MMA. Bon, ce qui me concerne, je fais du MMA aussi, donc un de nos objectifs, c'est de réussir à avoir une top team Guadeloupe MMA, avec pas forcément que des gens de The Brothers, mais aussi d'autres pratiquants qui seraient intéressés par une pratique professionnelle du MMA ou du jiu-jitsu brésilien. Donc c'est un objectif, donc on se donne les moyens d'y arriver en faisant ce qu'il y a à faire, en allant à des compétitions, en se faisant connaître, et en se faisant connaître aussi en Guadeloupe auprès de nos concitoyens. Donc voilà, c'est un objectif, mais on n'y est pas encore. On se rend compte quand même à travers vos propos que c'est une activité sportive qui a beaucoup de valeur, qui effectivement au-delà de ce côté un peu combat qu'on pourrait avoir comme représentation, c'est vraiment une activité qui peut vraiment convenir à tout le monde et qui a pleinement sa place ici et qui justement à travers vos résultats devrait normalement se développer et avoir un écho positif dans l'oreille de nos sportifs guadeloupéens, oui. Nos jeunes, en tout cas, sportifs guadeloupéens. En tout cas, on y travaille, voilà. Et on espère que
contexte sanitaire va nous permettre d'aller de plus en plus loin. Mais ouais, on y travaille et c'est l'objectif, quoi. Parce qu'on a de plus en plus de jeunes aussi, notamment des filles. Donc je pense à Savannah, Jade, faire un petit big up parce qu'elles sont arrivées il n'y a pas longtemps et quand elles s'entraînent, elles donnent tout ce qu'elles ont. Et nous, c'est ce qu'on recherche, des jeunes comme Nathan. Enfin, on a un certain nombre de jeunes qui sont prometteurs. Donc même si ma génération ne devient pas des professionnels internationaux de jiu-jitsu brésilien ou de MMA, l'idée c'est que à notre niveau en Guadeloupe, on réussisse à propulser des plus jeunes qui, eux, peut-être, s'ils le souhaitent, deviendront des professionnels et feront connaître la Guadeloupe. Et un dernier petit big up aussi, puisqu'on a parlé beaucoup de Andwilo qui est le mestre. On a un autre coach qui est Patrick Vallée, qui lui a fait un combat en MMA il n'y a pas longtemps à Paris le 14 octobre et qui fait partie de l'équipe de Brothers aussi et qui est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien et qui nous accompagne aussi dans la pratique, la structuration du club, les cours à donner quand Doulo n'est pas disponible ou même quand Doulo est là, qui apporte aussi son expérience de professionnel du MMA parce que lui il a vraiment fait des combats à l'international, etc. Donc voilà, c'est vraiment l'idée il y a une idée de partage qui prime en fait, au-delà de la question de savoir si on va ramener des sous ou pas. C'est d'abord le partage et j'en pense que, comme le drapeau haïtien le dit, l'union fait la force, quoi. Donc on continue de travailler et puis on verra ce que ça donne. Est-ce que justement dans votre logique de développement, on sait que les infrastructures sportives sont des choses qui manquent souvent en Guadeloupe. Donc vous avez cité 2 lieux de pratique, mais est-ce que justement dans votre développement, vous vous dites qu'à terme, il va falloir trouver autre chose ou un peu aussi commencer à prospecter parce que dans votre logique, vous avez envie d'avoir plus de monde et qu'il va peut-être aussi falloir plus d'espace? Bien sûr. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui va beaucoup aider déjà, c'est le nombre de licenciés. Et aussi, c'est vrai que l'idéal, ce serait d'avoir nos locaux pour ensuite pratiquer au maximum comme on le veut, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on dépend souvent de lieux qui peuvent aussi imposer leurs règles ou qui n'ont pas forcément des créneaux qui sont tous on n'a pas forcément tous les créneaux disponibles dans ces différents sites. Donc à terme, oui, bien sûr, le but ce serait d'avoir un dojo ou alors un espace qui permettrait de pratiquer au maximum, quitte à peut-être aussi avoir aussi d'autres sports qui pourraient se développer, mais avoir le club The Brothers avec sa localisation propre. Voilà. Ouais, bon, pour le moment, on remercie d'ailleurs Fitness Park d'Otemar de nous accueillir, puisque on est au sein de Fitness Park via Andulo, qui est un salarié de Fitness Park, qui travaille à Fitness Park. On est également à la gendarmerie de Petit Pérou, via le CSLG. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà. C'est vrai que pour le club, l'idéal, bon, comme pour tout club, ça serait d'avoir son propre dojo avec ses horaires, faire des cours de 7h à 23h et que chacun puisse venir à l'heure qui lui convienne. Après, bon, il faut rester réaliste. On est dans déjà le contexte sanitaire, fait que le contexte sanitaire, notre contexte financier, fait que bon, c'est pas l'objectif principal pour le moment. Mais c'est vrai que c'est un des objectifs. Quand je parlais de Guadeloupe Top Team pour le MMA ou le jiu-jitsu brésilien, ça fait partie d'un des prérequis, quoi. On ne peut pas faire une top team si on n'a pas nos propres locaux, ça c'est clair. Donc c'est un objectif à atteindre, mais pour le moment, on continue sur les bases qu'on a. Est-ce qu'il faut des caractéristiques spécifiques à la salle ou est-ce que dans une salle où ils font du judo, c'est possible pour vous de pratiquer également? Oui, bien sûr. C'est un espace, des tatamis. On peut y aller. Même ça, faire la plage. ça s'est fait déjà. Ça s'est fait, on s'est retrouvé à la plage avec une bâche. Voilà. Mais oui, voilà, en gros, vous avez juste des tatamis, si possible, soit un système de climatisation ou alors quelque chose d'aéré, parce que c'est vrai que quand ça commence à tourner avec beaucoup de personnes, il faut que ce soit un minimum ventilé. Mais après, voilà, tout ce qu'il vous faut, c'est des tatamis. Vous n'avez pas le reste, c'est le combattant, son équipement, et puis voilà. Très bien, messieurs. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Si vous voulez rappeler les différents moyens de pouvoir vous contacter. Alors, pour nous contacter, vous pouvez nous contacter sur Instagram, @TheBrothers_, donc le tiré du 8, Guada. Donc ça, c'est l'Instagram du club. Vous pouvez nous contacter aussi par mail, TheBrothers Guada, donc TheBrothers Guada, GWADA
ada@gmail.com. Donc ça c'est pour si vous avez des questions un peu plus pratiques, adhésion, etc. Mais le contact est facile via Instagram, il n'y a pas de problème. Et sinon, pour ceux qui me connaissent, vous pouvez me contacter sur Instagram aussi, @guadayogi. Et je vous donnerai les informations concernant le club, il n'y a pas de problème pour ça. On n'a pas parlé de coups. Non, il n'y a pas de frappe au Exact. jiu-jitsu brésilien. C'est ça la différence entre le jiu-jitsu brésilien et le jiu-jitsu traditionnel, où il y a une partie frappe et amener au sol, etc. Et encore une différence avec le MMA, puisque le MMA c'est mixte. Donc il y a tout, c'est boxe taille, donc point, genou, ça c'est le MMA, point, genou, coude, jambe, amener au sol, grappling, soumission, etc. Nous, frappe au sol. Donc nous, le jiu-jitsu brésilien, c'est seulement de la lutte. Donc ça commence debout. On va dire qu'il y a une phase d'appréhension, on attrape l'adversaire, on essaie de l'amener au sol. Il se défend, il ne se laisse pas amener au sol. Lui, il va essayer d'amener au sol. Donc une fois au sol, on va dire que la partie debout, on va dire ça commence comme le judo, entre guillemets. Sauf qu'il y a des petites différences qui viennent du fait que le combat ne s'arrête pas quand l'adversaire est dos au sol, mais continue, puisqu'après il faut passer la garde, etc. Donc il y a des petites techniques différentes, mais il y a une phase de lutte debout et ensuite on amène au sol. Et là, quand on amène au sol, on va essayer de marquer des points. Donc un certain nombre de postures, de positions à garder, à sécuriser. Et ensuite, pour les meilleurs, on arrive à soumettre, c'est-à-dire la soumission articulaire. Ça peut être, pour les ceintures blanches, on commence avec les clés de bras, donc arm lock, les clés de bras, clés d'épaule, kimura, les étranglements. Étranglement arrière, compression musculaire aussi, guillotine, enfin un certain nombre de termes super sympas. Oui, c'est vrai. Finalement, je me dis bon, c'était pas trop mal. Mais bon. Le but c'est aussi de s'arrêter une fois que c'est. Oui, voilà. En fait, on va dire que c'est quand on s'entraîne en jiu-jitsu brésilien, il y a un contrat tacite entre les partenaires, puisque l'entraînement c'est d'abord entre partenaires. On devient opposant, on va dire, quand on est dans la compétition, mais à l'entraînement, on est tous partenaires, on est tous dans le même club. Même dans les Open, l'idée c'est d'être partenaire, et même dans la compétition, il suffit de taper l'adversaire, et il sait que là c'est bon, on rend les armes, il n'y a pas besoin d'aller endormir l'autre ou de casser son bras. Donc voilà, il y a un certain nombre de règles en fait qu'on enseigne aux débutants dès leur arrivée, qui permet en fait d'avoir une pratique qui est respectueuse de l'intégrité de chacun, quoi. Parce que l'idée c'est pas de tous ressortir de là avec à 30 pièces, mais il faut ce qu'il faut pour apprendre les techniques, mais pour apprendre les techniques il faut respecter son partenaire, sinon personne ne voudra s'entraîner avec vous. Voilà. Exact. Et justement le fait qu'il n'y ait pas assez de coups, c'est ce qui fait que c'est un peu plus accessible à tout le monde. C'est vrai que quand on commence à faire du MMA à haut niveau, ça se voit vite, soit sur le visage, ou soit au niveau des blessures et tout. C'est vrai que là, on peut monter un peu en intensité sans forcément se blesser aussi rapidement. Alors après, il y a toujours des risques, c'est sûr, comme tous les sports, mais on peut bien sûr mieux les encadrer et se faire un plaisir, sans forcément se faire mal. Voilà. Très bien. En tout cas, merci messieurs. On en a appris beaucoup ce soir, je pense. Donc, si cela vous a plu et vous intéresse, donc n'hésitez pas, rapprochez-vous de ces messieurs pour pouvoir découvrir encore plus cette activité de jiu-jitsu brésilien. Je vais y arriver ce soir. Voilà, c'est plus simple, pas de risque. Donc voilà. Et donc ce week-end également, donc avant de se quitter, il y a donc le Grand Prix Boris Karen. Donc demain et dimanche aux Abîmes avec 2 tronçons, donc une arrivée de Petit Canal sur les Abîmes et l'après-midi un contre-la-montre Abîme pour justement clôturer ce Grand Prix Boris Karen. Donc voilà, un week-end sportif. Donc n'oubliez pas aussi la mini transat qui va occuper le week-end avec donc ce village à Saint-François. Donc n'hésitez pas aussi à vous rendre. Bien sûr, on vous rappelle dans le respect des gestes barrières, bien évidemment. Voilà, moi je vous dis bon week-end sportif à vous, bonne fin de soirée, et puis on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de Sport 10. Bonsoir messieurs. Bonsoir.